c'est Gilles Mouek qui est avec nous à distance depuis Londres pour revenir sur quelques-uns des enjeux macro et sanitaires du moment, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Effectivement, ça n'est pas de gaieté de cœur qu'on remet le Covid à la une dans une émission marché, parce que depuis plusieurs mois, le marché s'était quand même entendu sur l'idée, Gilles, que si la pandémie évidemment restait bien présente dans nos vies au quotidien, les impacts, alors en termes de politique sanitaire et donc en termes macroéconomiques, étaient désormais beaucoup plus faibles. L'Autriche envoie quand même un signal un peu gênant en cette fin d'année avec un confinement total de sa population pour au moins une vingtaine de jours. C'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle. On a deux économies quand même d'assez petite taille, les Pays-Bas et l'Autriche, qui optent soit pour des reconfinements partiels, soit pour un reconfinement total. Donc, et cette nouvelle que l'Allemagne n'exclut pas la possibilité d'y avoir recours. Deux choses quand même. La première, c'est que l'expérience acquise depuis le début de la pandémie, c'est qu'à chaque vague de reconfinement, l'impact macro a été plus faible que la fois précédente. Sans doute parce qu'il y a une meilleure adaptation en fait de nos systèmes de distribution et de consommation à ces situations de confinement. Ça n'est pas agréable, ça a évidemment un impact négatif sur la demande à court terme, mais à chaque fois, l'impact a été plus mesuré. Donc, je crois qu'il faut aussi garder ça en tête. Deuxième élément, ce qui me frappe, c'est que les pays qui aujourd'hui sont confrontés soit de manière tangible à un reconfinement, soit qui en sont menacés, l'Allemagne en particulier, ce sont des pays qui ont un peu moins vaccinés que les pays du sud-ouest de l'Europe, et surtout peut-être qui n'ont pas appliqué le modèle franco-italien. Le modèle franco-italien, c'est passeport sanitaire, contrôlé de manière dure, avec un respect des normes de distanciation sociale qui, pour ma part, m'a surpris. Je vis au Royaume-Uni, à chaque fois que je vais à Paris, je suis surpris du niveau de discipline en fait des gens. Donc voilà, est-ce que tout cela remet en cause le modèle franco-italien? Pour l'instant, non. Et on pourrait avoir en fait des reconfinements qui soient beaucoup moins généralisés que ceux qu'on a eu par le passé, avec des pays qui peut-être vont réussir à y échapper complètement. Donc ça n'est pas une bonne nouvelle, ça c'est clair. C'est un rappel probablement salutaire que la crise n'est pas entièrement gérée, mais on n'est probablement plus du tout dans la même configuration, disons catastrophique en termes d'activité économique que celle que l'on a eue il y a un an et il y a un an et demi. C'était effectivement la question qui nous amène à dire un mot de la Banque Centrale Européenne. Donc la réunion de décembre, 16 décembre, je crois de mémoire, sera une réunion importante. Bon, 20 jours au moins de confinement en Autriche, ça nous amène juste avant cette réunion du mois de décembre de la BCE. Gilles, si j'entends l'idée qu'on va peut-être avoir pour quelque temps encore une Europe sanitaire à deux vitesses, est-ce que c'est un sujet en matière de politique monétaire que la BCE aura du mal à traiter? On sait que la BCE aimerait bien signaler peut-être la fin de son programme d'urgence pandémique pour le mois de mars 2023. Est-ce que c'est une option qui sera encore possible le 16 décembre? Non, effectivement, ça crée une migraine, c'est le moins qu'on puisse dire pour la Banque Centrale Européenne. On verra où on en est. C'est-à-dire que si le reconfinement est limité à l'Autriche et de manière partielle aux Pays-Bas, je doute que cela emporte une décision importante au niveau de la BCE, qui prend ses décisions en fonction de la moyenne, de la médiane de la zone euro. Mais c'est vrai que si ça s'étend, je pense que le vrai sujet pour la BCE, ce sera le sujet de l'optionnalité. C'est-à-dire que pour l'instant, le marché et moi-même attendent une espèce de décision assez binaire de la part de la BCE. C'est arrêt du PEP probablement au mois de mars 2022, remplacé par une recalibration à la hausse de l'APP. Il y avait une troisième solution qui était évoquée ici ou là, qui était de créer une espèce de programme optionnel au cas où, pour accompagner en fait la fin du PEP. C'est quelque chose qui est porté par d'anciens responsables de la BCE, par exemple par Peter Pratt. Et je pense que cette idée de programme optionnel vient de gagner peut-être un peu en crédibilité, dans l'idée où même si le message principal de la BCE serait toujours un arrêt du PEP au mois de mars,
on conserverait la possibilité d'achat supplémentaire, d'un programme au cas où, qui permettrait de faire la soudure avant qu'on ait une vraie normalisation sanitaire. Donc voilà, c'est sans doute l'état du débat en ce moment, la remise sur la table de cette idée d'un programme optionnel. Côté américain, Gilles, alors je retiens parmi les bonnes nouvelles qu'on peut percevoir du côté de l'économie américaine, c'est la très bonne tenue de la consommation. On l'a vu en tout cas dans un chiffre de vente au détail cette semaine pour le mois d'octobre qui était plus fort que prévu au démarrage, à l'aube de la période de fête de fin d'année. On avait eu un peu d'inquiétude parce que c'est vrai que le moral des ménages américains est assez affecté par le bruit autour de l'inflation, la hausse des prix en permanence, mais côté salarié, on voit quand même là un niveau de confiance très très fort sur le marché du travail américain quand on a la chance de participer à ce marché du travail. Non, c'est vrai, pour l'instant on a une reprise américaine en téflon entre guillemets, c'est-à-dire que on pouvait par exemple craindre qu'à la fin de l'été, le retour de la pression pandémique allait se traduire par des effets d'autorationnement sur certains postes de consommation de la part des ménages, par exemple peut-être une hésitation à aller au restaurant, etc. Ça ne s'est pas vraiment vu dans les chiffres, en tout cas de consommation agrégée. Et pour l'instant, on a une consommation qui résiste très bien à la dérive des prix. Je pense que derrière tout ça, il faut garder en mémoire deux éléments. Un, le revenu des ménages américains est très élevé. Et ça, c'est la conséquence du stimulus budgétaire massif que les administrations américaines successives ont consenti depuis 2 ans. Donc on a un niveau de revenu aux États-Unis qui est plus élevé qu'avant la pandémie. Puis deuxième élément, on a toujours cet excès, ce surplomb d'épargne qui a été accumulé depuis 1 an et demi et qui sert de certaine manière de tampon amortisseur lorsque le revenu disponible corrigé de l'inflation souffre un petit peu. Donc voilà, on a un revenu élevé, on a des réserves de consommation très fortes sous forme d'épargne excessive. Donc ça continue à nourrir une économie américaine qui effectivement se porte plutôt bien. Attention quand même à l'année prochaine, parce que sur le front budgétaire, compte tenu des difficultés qui s'accumulent pour Biden à faire passer ces paquets budgétaires, à chaque fois ils sont réduits par rapport aux ambitions initiales. On aura quand même un soutien budgétaire beaucoup plus faible en 2022 qu'en 2020-2021. Donc ça devrait quand même avoir un impact de freinage sur la demande, mais c'est vrai que pour l'instant, sur le comportement en tout cas des ménages, les choses se tiennent très bien. Et quand on fait la somme de tout ça, Gilles, vous dites aujourd'hui chez AXA que ce qui vous paraît le plus raisonnable, c'est une première hausse de taux en décembre 2022, désormais du côté de la Fed, plutôt qu'en mars 2023, qui était le précédent calendrier que vous aviez en tête. Petit gel de la connexion avec Gilles, mais je vous confirme qu'effectivement, chez AXA, on estime désormais qu'une première hausse de taux pourrait avoir lieu en décembre 2022, avec, alors il faut le dire, là aussi, des mouvements sur l'euro-dollar, puisqu'on voit à la fois le dollar qui monte depuis quelques jours et l'euro-dollar qui baisse avec les politiques sanitaires les plus restrictives qu'on voit se remettre en place, l'euro-dollar qui est en train de casser 1,30. Oui, Gilles, on vous a retrouvé quelques minutes pour conclure. Donc je disais effectivement, le calendrier pour vous, le plus raisonnable, c'est une hausse de taux en 2022 plutôt que plus tard en 2023. Oui, parce que les bonnes nouvelles macro sont quand même accumulées aux États-Unis. Moi, je ne vois pas de raison de fond de remettre en cause l'idée d'une inflation américaine qui commencerait à ralentir à nouveau au second semestre 2022. Donc, et ça a été le message central de la Fed depuis maintenant longtemps. Mais je sens que la pression monte de plus en plus fort au sein du FOMC. Et je pense que l'idée d'une hausse de taux un peu préventive pour essayer d'envoyer un message de freinage sur d'éventuels effets de second tour est quand même un message qui gagne en fait du poids au sein du FOMC. Donc décembre 2022 plutôt que mars 2023, on reste quand même plus dovish que ce que le marché price actuellement. Oui.
On voit le dollar qui monte, Gilles, avec effectivement toutes ces considérations et ces débats autour de l'inflation, du bon timing pour la politique monétaire. C'est vrai que le Forex était resté quand même très très calme et depuis quelques jours, on a cette accélération à la hausse du dollar avec, alors en plus en face, la partie euro qui baisse aujourd'hui, notamment avec l'aspect sanitaire. Vous étiez positif, très positif dollar il y a 6 mois, je me souviens, Gilles. Est-ce qu'il faut l'être encore à ces niveaux-là? Et est-ce que l'idée d'un dollar un peu plus fort, est-ce que ça peut poser des problèmes à un moment au reste du monde? Je pense que oui, j'étais très boule le dollar, donc pour l'instant, voilà, je suis un prévisionniste heureux, mais j'ai toujours cette référence en tête de ce qu'est le niveau d'équilibre de l'euro-dollar. Et on est quand même très très loin maintenant du niveau d'équilibre. À un moment ou à un autre, je pense que ça fera office de force de rappel, donc j'ai du mal à aller beaucoup plus loin que la dépréciation actuelle de l'euro. Et puis, un autre élément aussi à prendre en compte, c'est le fait que le marché a énormément modifié ses attentes du côté de la BCE. Je pense que les attentes étaient beaucoup trop progressives en termes de fin du QE et en termes de première hausse de taux pour la BCE il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est revenu à quelque chose de plus raisonnable, de beaucoup plus raisonnable, mais je ne pense pas que ça puisse aller tellement plus loin. On est peut-être au pic de la différenciation perçue entre la vitesse de normalisation de la Fed et la vitesse de normalisation de la BCE. Donc il n'y a peut-être plus tellement de grains à moudre de ce côté-là. Plus largement, cette puissance du dollar, eh bien, il faut toujours la mettre en regard des développements de marché sur les pays émergents. Lesquels pays émergents ont de toute manière, dans pas mal de cas, des petits problèmes intrinsèques à régler, soit parce que l'inflation y est très forte, soit parce que la politique budgétaire y est un peu trop active compte tenu de la crédibilité de ces pays en matière de finances publiques. Donc la force du dollar, clairement, n'aide pas. Et moi, je continue à regarder avec un certain intérêt ce qui se passe dans deux géants des pays émergents, à savoir le Brésil et la Turquie. Deux cas un peu polaires en termes de réaction des politiques monétaires, en termes de positionnement des banques centrales, mais dans les deux cas, une poursuite de la remontée des taux d'intérêt à long terme. Donc attention à l'effet en retour sur les pays émergents. Merci beaucoup Gilles, merci pour cette discussion macro du vendredi. Gilles Mouek qui est avec nous à distance depuis Londres, chef économiste du groupe AXA.